Russian interference. He's showing no sign of abating. Des opérations secrètes. Russia's military forces invade Ukraine. Des rumeurs de manipulation. One of President Putin's critics lies dead. Le monde entier se demande jusqu'où la Russie est capable d'aller. En 2006, une affaire choquante sur laquelle toute la lumière n'a pas encore été faite pourrait constituer un premier élément de réponse. Le meurtre d'un citoyen britannique sur le sol britannique, victime du poison le plus mortel au monde. Ce meurtre commandité au sommet de l'État à Londres par irradiation est tout à fait extraordinaire. Plus d'une décennie plus tard, les meurtriers d'Alexandre Litvinenko n'ont pas été arrêtés. Et sa famille demande toujours à ce que justice soit faite. Est-ce l'État russe qui a fait le coup? Je laisse les preuves parler d'elles-mêmes. Les inspecteurs qui ont enquêté sur le meurtre n'ont jamais parlé avant. La veuve et le fils de Litvinenko racontent pour la première fois l'histoire de l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement d'enquêter sur un crime, mais aussi de comprendre comment on peut être aussi inhumain. Cette histoire est semblable à un roman d'espionnage de la guerre froide, mais elle est plus sombre que n'importe quel ouvrage de fiction. Un tel ordre ne peut être donné que par une seule personne, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. J'étais assis dans mon bureau à Scotland Yard lorsqu'un policier est entré. L'histoire qu'il m'a racontée était assez extraordinaire. Il y avait un homme dans un hôpital au nord de Londres qui prétendait être un ancien officier du KGB et qui disait avoir été empoisonné. Le patient s'était présenté sous le nom de Edwin Carter et avait été admis 2 semaines auparavant. Les médecins nous ont expliqué qu'Edwin Carter était gravement malade, mais qu'ils ne savaient pas ce qu'il avait. Le patient présente des ulcères dans la gorge et ne peut ni manger ni boire. Il croit avoir été empoisonné par un métal lourd, le thallium. Cela correspondait à certains symptômes. Par exemple, il avait perdu ses cheveux. Sa numération globulaire avait chuté. Il était très anxieux et insistait pour qu'on comprenne qu'il avait été victime de malveillance. J'ai demandé s'il pouvait me donner la garantie qu'Edwin Carter survivrait jusqu'au lendemain matin. Et comme ce n'était pas certain, j'ai décidé que nous devrions commencer à écouter sa version des faits. Juste après minuit, la police enregistre son interrogatoire. Il commence par une révélation étonnante. Mon nom est Edwin Carter. Je suis un citoyen britannique. Mon nom russe est Alexandre Litvinenko. Je suis un ancien officier du FSB, du KGB. J'ai le grade de lieutenant-colonel. Je suis chef de section adjoint du département top secret du FSB. Bien sûr, à ce moment-là, nous n'avions aucun moyen de savoir si ce qu'Edwin Carter disait était vrai. Qu'est-ce qui vous arrive selon vous? Je suis sûr qu'ils m'ont empoisonné. La seule chose, c'est qu'il faut attendre que l'examen médical le prouve. Imaginez quelqu'un qui est très malade, qui a des hallucinations, et qui commence à révéler sa véritable identité. Qu'il n'est pas vraiment Edwin Carter, qu'il est un ancien colonel du KGB et qu'il a été empoisonné sur les ordres de Vladimir Poutine. On comprend que les gens aient réagi à cette histoire avec une certaine incrédulité. Mais Carter oriente la police sur une piste concrète. Le numéro d'un contact avec lequel il prétend avoir eu des rendez-vous réguliers dans une librairie londonienne. Le 31 octobre, vers 16 h, j'ai eu un rendez-vous avec une personne dont je ne souhaite pas parler ici, parce que je m'y suis engagé.
Vous pouvez contacter cette personne sur ce numéro. La police appelle le numéro et un homme, connu sous le nom de Martin, arrive à l'hôpital. Martin, un officier du MI6, confirme que le patient est bien Alexandre ou Sacha Litvinenko, un ancien agent du KGB qui assure désormais pour le MI6 une mission de conseil sur le crime organisé russe. Scotland Yard comprend qu'il s'agit d'une affaire très spéciale. Essayons de comprendre pourquoi il est malade. Essayons d'obtenir sa version des faits tant qu'il peut parler. Est-ce une affaire criminelle ou médicale? On devait déterminer comment aborder ce cas. Mystère médical, ce n'était pas pour nous. Criminel, on allait être très occupé. Je suis né en Union soviétique, à Voronij. J'ai grandi dans le Caucase du Nord, près de la Tchétchénie. Après mes études, je suis entré dans l'armée soviétique. En 1997, j'ai intégré le KGB. Pendant 11 ans, j'ai été officier du KGB. J'ai rencontré Sacha en 1993. Je le trouvais très drôle, très abordable. Il était très jeune, très élégant et très fort. Il a travaillé dans le cadre d'une enquête sur un crime assez grave, mais qui se passait en Russie. Après 10 ans de service, Litvinenko est promu au sein d'une unité hautement classifiée. En 1997, j'ai été affecté au département top secret du KGB. Mon service a pour mission d'assassiner des hommes politiques et des hommes d'affaires de haut rang pour éviter un procès. Un conseiller du président Eltsine avait organisé sa réélection en 1996. Litvinenko affirme qu'il faisait partie d'une équipe secrète qui avait pour mission l'assassinat de Berezovsky. Après avoir reçu cet ordre, j'ai dit à mon patron « Je refuse ». Après cela, le KGB a ouvert un dossier à mon encontre et a commencé à me harceler. J'aimais Sacha parce qu'il n'hésitait pas à refuser s'il trouvait que c'était injuste. En 1998, le président Eltsine nomme Vladimir Poutine à la tête du KGB, rebaptisé FSB. Litvinenko fait part à son nouveau patron de ses préoccupations concernant ce qu'il considère être un abus de pouvoir. Sacha a dit « Je vais parler au nouveau directeur, Vladimir Poutine ». J'ai répondu « Pourquoi ?» Il m'a dit « Pour dire tout ce que je sais sur la corruption ». Donc je rencontre Poutine face à face. Sacha m'a tout de suite dit qu'il avait une poignée de main très douce. Je lui apporte des documents sur les criminels au sein du FSB. Sans surprise, Poutine défend son service. Plus tard cette année-là, Litvinenko et une poignée de collègues prennent la décision extraordinaire de dénoncer publiquement la corruption de l'État lors d'une conférence de presse à Moscou. Органы ФСБ стали использоваться отдельными должностными лицами не в конституционных целях безопасности государства и личности, а в своих частных политических и меркантильных целях. Quand j'ai demandé à Sacha ce qui pourrait arriver après cette conférence de presse, il m'a répondu « Marina, nous avons deux possibilités, soit il me tue, soit il m'arrête. » Litvinenko est arrêté et passe plus d'1 an en prison. En 2000, il est libéré et fuit le pays. Je devais m'échapper de Russie. Nous avons pris l'avion pour aller à Londres, pour mettre en sûreté ma femme et mon fils, et pour demander l'asile politique. Bien qu'il souffre, il continue de répondre aux questions de la police pendant plus de 9 heures, puis durant les 3 jours et 3 nuits suivants. Il n'a jamais demandé à se reposer. Il a juste dit « S'il vous plaît, nous avons beaucoup de travail. » L'horloge tournait pour le pauvre Alexandre Litvinenko. Il fallait que les enquêteurs lui parlent
et récolte un maximum de détails dans le peu de temps qui lui restait à vivre. Il était clair qu'il n'y aurait pas de deuxième chance pour prendre sa déposition. Jusqu'à présent, seule une poignée de personnes ont vu Alexandre Litvinenko à l'hôpital. Sa femme Marina publie une photo pour montrer au monde entier les effets de l'empoisonnement. Je me souviens que Sacha n'aimait pas son apparence. Mais à ce moment-là, il m'a dit « Prends la photo. Je veux que les gens voient ça. Qu'ils voient ce dont ils sont capables. » Photographs showing his dramatic decline in health were released this evening, as Scotland Yard said its counter-terrorism unit was now leading an intensive investigation. Cette photo célèbre de Sacha, c'est comme ça que je l'appelais, reste très émouvante pour moi et pour l'équipe. Mais ce qu'elle ne montre pas, c'est l'incroyable douleur qu'il a endurée. C'est sa gorge qui était tout enflée. C'est le fait qu'il ne pouvait pas avaler, qu'il pouvait à peine parler. La souffrance était effroyable. Litvinenko sait que le thallium, un métal lourd, est un des poisons de prédilection du KGB. Lorsque le diagnostic d'empoisonnement est tombé, on a enfin compris ce qui lui était arrivé. Avant qu'on apprenne cela, son état s'aggravait, mais personne ne pouvait expliquer pourquoi. Mais même s'il semble que Litvinenko a en effet été empoisonné, personne ne sait exactement par quels moyens. Nous étions plutôt sûrs qu'il ne s'agissait pas d'un empoisonnement au thallium. Le problème, c'est que ça nous laissait sans réponse, parce que les résultats des tests pour tous les autres métaux lourds qui sont couramment utilisés comme poison revenaient aussi négatifs. Comme les médecins sont incapables d'expliquer la déchéance physique de Litvinenko, la police comprend qu'elle doit accélérer l'enquête. L'autopsie est un des outils les plus efficaces pour faire avancer une enquête criminelle. Mais Sacha était encore en vie. Donc il fallait trouver un examen équivalent pour Sacha. Il fallait analyser tout ce qu'on pouvait, comme s'il était décédé. Rechercher la moindre perforation sur son corps, analyser tous les échantillons, l'examiner de la tête aux pieds pour essayer de comprendre l'élément déclencheur qui a pu engendrer cet état. Est-ce qu'on lui a fait une chimiothérapie? Est-ce que le coupable est un autre métal lourd? Au bout d'un moment, nous avons aussi évoqué l'idée qu'il aurait pu s'agir d'une substance radioactive. Un de nos experts a dit, on a identifié dans l'urine de Sacha des traces de polonium. Mais c'est probablement une anomalie dans le récipient en plastique. J'ai tout de suite pensé, on a tous grandi en regardant James Bond. On a tous entendu parler du plutonium ou de l'uranium. Donc je lui ai dit, du polonium? Vous voulez dire plutonium? Et là, ce type me répond très poliment, non Clive, je parle bien du polonium de 10. C'est quoi le polonium de 10? La substance la plus toxique connue de l'homme. Ah d'accord. Et comment on en est sûr? Un échantillon d'1 litre de l'urine de Litvinenko est envoyé dans un laboratoire de haute sécurité pour les armes atomiques à Aldermaster. Mais les tests durent près de 24 heures. Pendant ce temps, Litvinenko meurt à petit feu. Pour moi, ce n'était pas encore la fin. Il avait encore assez d'énergie pour se battre, pour rester en vie. Il m'a souri et m'a dit, comme souvent, « Marina, je t'aime tant ». Mais cette fois-là, quand il l'a dit, c'était douloureux, parce que je sentais qu'il me disait au revoir. Après avoir combattu les effets du poison pendant plus de 21 jours, Litvinenko perd de plus en plus souvent connaissance. La capacité de pompage de son cœur s'était détériorée. Et dans la nuit du 21e jour,
Il s'est soudainement arrêté de fonctionner. Il a fait un arrêt cardiaque. L'alarme s'est déclenchée. Et quand je suis arrivé, quelqu'un avait déjà commencé la réanimation. On devait être 6 dans la pièce. Le temps s'écoule très lentement pendant un arrêt cardiaque. On a tenté de le réanimer pendant une trentaine de minutes. C'est un bonheur de réussir à ramener un patient à la vie. On sait qu'on a réussi à faire quelque chose de bien pour le patient. À 15 h, des experts de l'établissement d'armes atomiques contactent Scotland Yard pour transmettre les résultats des analyses d'urine de Litvinenko. Cet appel téléphonique a plus de 10 ans maintenant, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Allô? Alors, c'est du polonium. 1 million de fois la dose létale. Votre homme est mort. Je réponds non, il n'est pas mort. Il est très mal en point, mais il est toujours en vie. Non, Clive. Il est mort. Vers 9 h du soir, le 23, il a été victime d'un nouvel arrêt cardiaque. We're sorry to announce that Alexander Litvinenko died at University College Hospital at 9:21 on the 23rd of November 2006. Je me souviens que c'est un jeune médecin qui est venu nous voir et nous a dit « Malheureusement, nous avons tout essayé, mais votre mari vient de mourir. » J'ai dit « Est-ce que je peux le voir ?» Il a dit « Oui, bien sûr. » Anatoly et moi sommes arrivés dans sa chambre. Tout le monde me disait que mon père irait mieux, qu'il se remettrait. Mais pour moi, personnellement, quand il est mort finalement le 23, ça a été un choc énorme. Parce que jusqu'au dernier jour, j'étais convaincu qu'il allait se remettre. J'avais un souvenir très différent de lui, celui d'un très bel homme. Le plus important pour moi, c'est que j'ai pu le prendre dans mes bras une dernière fois, l'embrasser et sentir son odeur. We now know the former Russian spy was poisoned by radioactive polonium, and that is a first in the United Kingdom. Je n'avais jamais entendu parler du polonium-210. Je n'y connais rien en radioactivité, ni en isotopes radioactifs. Mais il était absolument clair que cette substance sortait de l'ordinaire et qu'elle changeait la nature même de cette affaire. Le polonium est extrêmement rare, 5000 fois plus radioactif que le radium. Par voie orale, 1 millionième de gramme suffit à tuer. Aux yeux de Scotland Yard, l'unité de soins intensifs est désormais une scène de crime. Elle est immédiatement placée sous scellé avec le corps de Litvinenko afin de préserver à la fois les preuves et le personnel. L'endroit où se trouve la victime et le corps est toujours une scène de crime. Mais en plus, ces gens avaient été contaminés au polonium. Personne ne savait quoi faire. On ne savait pas si on pouvait rester là. Il s'agit désormais d'une enquête criminelle. Il fallait s'en tenir aux faits. Et dans notre cas, cela signifiait qu'il fallait remonter la piste du polonium à Londres. The places he visited are now being searched and radioactivity have now been referred to a specialist. Traces of the substance that's believed to have killed. The risk to the public is very low. Je me souviens qu'une fois, en sortant d'une réunion Cobra, il y avait toute une horde de reporters et de photographes dehors sur le trottoir.
Je me souviens d'une voix qui a crié « Monsieur Clark, la population est-elle en sécurité ?» Et je me souviens de m'être dit à ce moment-là « Je n'en ai aucune idée, je ne sais pas. » Le polonium qui a tué Litvinenko est très difficile à fabriquer. Ce genre de choses est fabriqué dans un réacteur. Donc pour le fabriquer, il faut avoir accès à un réacteur. En Russie, l'endroit propice pour la fabrication de ce produit est une usine qui est en effet sous très haute sécurité. C'est donc parfaitement clair. Je veux dire que c'était un indice très précis concernant les personnes qui étaient potentiellement impliquées dans cette affaire. Смерть человека – это всегда трагедия. Между тем, насколько мне известно, в медицинском заключении британских врачей нет указаний на то, что это насильственная смерть. Scotland Yard doit désormais déterminer comment le polonium a été introduit au Royaume-Uni et identifier l'assassin. Les indices se trouvent dans un interrogatoire extraordinaire enregistré par Litvinenko juste avant sa mort. Je n'ai aucun doute sur l'identité de ceux qui ont orchestré ça. Il s'agit des services secrets russes. Et justement parce que je sais comment le système fonctionne, je sais que pour tuer un citoyen d'un autre pays, l'ordre ne peut être donné que par une seule personne. Cette personne est le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Pour moi, l'essentiel était de déterminer qui avait eu la possibilité de l'empoisonner. J'ai été surpris par sa force mentale et sa présence d'esprit. Il a passé en revue une à une les différentes personnes qu'il a rencontrées le 1er novembre. Sa réflexion et son approche face à l'enquête étaient très semblables à celle d'un détective. Litvinenko déclare à la police que le jour où il est tombé malade, il a rencontré un analyste des services secrets italiens. Mario Scaramella a téléphoné chez moi. Il m'a dit « Alexandre, est-ce qu'on peut se voir ?» Scaramella lui demande son avis au sujet d'une enquête parlementaire italienne sur des allégations selon lesquelles le KGB aurait été tenté d'influencer le gouvernement italien. J'ai dit à Sacha, s'il te plaît, ne mange rien parce que j'ai organisé un dîner spécial. C'est le 1er novembre, ça fait 6 ans que nous sommes arrivés au Royaume-Uni et c'est la première année que nous sommes officiellement citoyens britanniques. J'arrive à Piccadilly Circus. Je retrouve Mario. Il me demande si on peut aller d'abord manger. Chez Itsu, un restaurant en face de Bond Street. Il suggère que nous allions nous asseoir dans un coin tranquille pour manger un morceau et parler. Il est très nerveux. Il commence à parler très vite. Sacha ne comprenait pas vraiment pourquoi le rendez-vous était si important, pourquoi il avait été convoqué là-bas. C'est ce qui avait éveillé ses soupçons. Scotland Yard envoie une équipe d'enquêteurs au restaurant Itsu. Nous avons cherché des traces de polonium et on a utilisé un outil qui ressemble un peu à une sorte d'aspirateur de table. Parce que, bien que le polonium soit radioactif et dangereux, et qu'il émet des ondes puissantes, les ondes ne vont pas plus loin que ça. Et donc, pour les détecter, il faut être aussi proche que ça. Peu après l'arrivée de l'équipe, je me souviens avoir reçu un appel téléphonique. On a une trace de rayonnement alpha. Le restaurant Itsu est peut-être la scène de crime comme dans un jeu de Cluedo. Ça n'a rien de ridicule comme approche. Au Cluedo, vous avez une chambre, vous avez un tueur, vous avez une arme. Et quand vous mettez ces choses dans votre enveloppe, vous avez résolu l'affaire. Mario Scaramella devient un suspect potentiel. Quand vous êtes exposé au polonium,
Vous sécrétez la substance par la sueur. Et vous ne pouvez pas contrôler cette sécrétion. Donc quand vous la sécrétez par la sueur et que vous touchez, attrapez ou prenez quelque chose, on peut retracer où vous avez été. Scaramella a séjourné à l'hôtel Sistole à Victoria. Très rapidement, nous avons établi que l'hôtel où il avait séjourné n'était pas contaminé et que M. Scaramella n'était pas du tout contaminé. Et donc, que les chances qu'il soit impliqué étaient assez faibles. Pourquoi le restaurant est-il contaminé? Une fois effectuée, l'analyse a montré que la table où M. Scaramella était assis le 1er novembre n'était pas celle où la contamination avait été trouvée. En fait, la contamination avait été relevée à une table différente de celle à laquelle ils étaient assis le 1er novembre. On aurait pu dire que dans l'enveloppe Cluedo, le restaurant Itsu était le lieu du crime et le polonium était l'arme du crime. Et voilà, affaire classée. Mais c'est comme si, soudainement, l'enveloppe était bonne à mettre à la poubelle. La police doit expliquer la présence de traces de polonium sur la deuxième table au restaurant. Encore une fois, les indices se trouvent dans l'interrogatoire de Litvinenko. Il a eu un autre rendez-vous le jour où il est tombé malade. Et après le restaurant, où êtes-vous allé? À l'hôtel Millennium. Ce jour-là, j'ai prévu de rencontrer 2 Russes. La première personne, Andrei Lugovoy. C'est un ancien officier du KGB. Il avait été garde du corps du Premier ministre russe. Le deuxième homme, Koftan, avait été officier de l'armée soviétique. Peut-être sous-lieutenant, peut-être capitaine. Quand Sacha était à l'hôpital et que les enquêteurs lui parlaient de ses soupçons d'empoisonnement, je me disais, mais qui aurait pu faire ça? Et puis, Sacha a évoqué cette rencontre avec Lugovoy et Koftan à l'hôtel Millennium. Il vient du bar et me dit « Sacha, je suis là ». Il me dit qu'il doit partir pour aller voir un match de football et que donc on ne pourra parler que pendant 10 ou 15 minutes, pas plus. Sur la table, il y a quelques tasses et une théière. Je verse un peu de thé de la théière. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas ce thé, il est presque froid. Je bois peut-être 3 ou 4 gorgées. Et après avoir bu, André ou Koftan ont-ils bu aussi? Non, bien sûr. L'ingestion de quelque chose est un élément crucial. On a examiné minutieusement cette possibilité, et si c'était du polonium, nous en aurions le cœur net. Puis il regarde sa montre et dit « Ma femme va bientôt arriver ». Ensuite, il amène son fils. Il me présente comme l'oncle Sacha. On se serre la main et il s'en va. La police s'intéresse alors à l'hôtel situé à Mayfair, où les 2 suspects ont séjourné. Lugovoy et Koftan ont été filmés par les caméras de surveillance en train d'aller aux toilettes. Des traces de polonium y sont détectées. Elles correspondent à leur déplacement. Donc, nous partons de l'hypothèse que M. Lugovoy et M. Koftan sont impliqués dans cette histoire. Le 16 octobre, Lugovoy et Koftan sont entrés sur le territoire à bord d'un vol British Airways en provenance de Moscou. Ils ont séjourné à l'hôtel Best Western sur Shaftesbury Avenue. Du polonium a été trouvé dans cette chambre, dans la salle de bain. La police fait alors une deuxième découverte. Litvinenko avait rencontré Lugovoy et Koftan une première fois, 2 semaines avant leur rendez-vous au Millennium. Ils devaient se retrouver
au restaurant de sushi Itsu. La table où ils se sont installés est celle sur laquelle la police a détecté des traces de polonium. Il y a eu contamination, pas secondaire, mais une contamination primaire, c'est-à-dire que quelque chose de grave s'est passé là-bas. Ils ont essayé de le tuer dans le restaurant Itsu. Ils ont essayé. Donc il y avait déjà eu une tentative le 16. La dose de polonium était si importante que Sacha aurait dû mourir. Mais il était si robuste que cela n'a pas fonctionné aussi vite que prévu. Après l'attentat du Itsu, Lugovoy et Koftan rentrent à Moscou à bord d'un avion Trans 0. Nous sommes parvenus à bloquer l'avion qu'ils avaient pris à l'aéroport d'Isro. C'était assez mouvementé parce qu'ils n'ont pas très bien réagi au fait qu'on retienne l'avion au sol. L'avion a été analysé et on a trouvé des traces de polonium de 10. En guise de représailles, pour avoir interféré avec le vol de la Trans 0, les autorités russes ont placé des remorqueurs devant un jet de la British Airways à l'aéroport de Moscou. Et cette logique du œil pour œil, dent pour dent, nous indiquait que l'affaire avait une dimension politique. Je pense qu'il s'est avéré que 36 000 passagers étaient montés à bord d'avions qui auraient pu être contaminés. Traces of radiation found at 12 different locations, including 2 British Airways planes, in an investigation stretching right across Europe in pursuit of a radioactive trail. Chaque jour, on trouvait de nouveaux lieux potentiellement contaminés. Et il y en avait une quarantaine au total. Ça allait des hôtels où les 2 principaux suspects avaient séjourné, jusqu'au lieu où ils s'étaient simplement donné rendez-vous. Litvinenko semble avoir survécu à l'attaque du Itsu le 16 octobre. 9 jours plus tard, Lugovoy revient à Londres, seul cette fois. Les détectives retrouvent des preuves à l'hôtel Sheraton Park Lane qui laissent penser qu'il est arrivé sur le territoire avec l'arme du crime. On avait établi dans notre jargon un système pour caractériser le niveau de dangerosité d'un lieu ou d'un objet. On appelait ça le « on se casse au mètre ». Au Sheraton, la détection a donné comme résultat, je cite, « niveau dégueulasse », car il y avait une énorme quantité de radiation dans cette chambre. Je crois qu'ils sont partis de la pièce assez rapidement. Les niveaux de radiation extrêmement élevés dans le lavabo et les tuyaux de la salle de bain laissent penser que Lugovoy a déversé le polonium dans le siphon. Je pense pouvoir affirmer que c'est le lieu le plus atomique, entre guillemets, qui ait jamais été relevé dans le domaine civil. Le 11 cassomètre était en mode Usain Bolt. Litvinenko finit par mourir des suites de l'attentat de l'hôtel Millennium, qui était peut-être la 3e tentative d'assassinat commise par Lugovoy et Koftan. La police cherche désespérément à prouver de manière concluante que Litvinenko est mort d'un empoisonnement au polonium. 8 jours après sa mort, le meilleur médecin légiste britannique pratique enfin une autopsie sur son corps. Cette autopsie était une procédure dangereuse et difficile. Les niveaux de polonium retrouvés dans les tissus étaient 100 fois plus élevés que les seuils mortels. Quand le légiste a ouvert le corps, il a pu constater l'étendue de l'atrophie des tissus. Ils étaient pour ainsi dire dissous, réduits en bouillie. On comprenait clairement ce qui s'était passé. L'autopsie confirme que la mort de Litvinenko est la conséquence directe de l'ingestion de polonium. Peu après le début de notre enquête, Andrei Lugovoy et Dimitri Koftan sont devenus ce qu'on appelle des personnes d'intérêt. C'est la raison pour laquelle nous voulions les interroger le plus rapidement possible. Naturellement, cela nécessitait d'envoyer une équipe d'officiers à Moscou.
Nous en avons discuté avec Peter et avons décidé de sélectionner Brian Tarpey pour cette mission. La demande ne s'est pas faite de manière très officielle. « Hé Tarpey, tu veux aller en Russie ?» Je crois que ça s'est passé dans les toilettes du 15e étage. J'étais aux toilettes et mon boss est entré. Donc j'ai dit « Bonjour Clive », comme d'habitude. Il m'a répondu tout de suite « Ah Tarp, mon pote, qu'est-ce que tu fais de beau les 2 prochaines semaines ?» Pas forcément le meilleur décor pour proposer un défi de cette envergure. L'équipe du détective inspecteur Brian Tarpey est briefée par le MI6 sur ce qui l'attend à Moscou. Je ne vais pas vous mentir, au départ, l'idée de diriger une équipe d'officiers à Moscou était assez intimidante. Évidemment, nous avions été prévenus, il fallait se méfier des pièges potentiels. Nos chambres pouvaient être mises sur écoute ou fouillées. Pour ce genre de situation, je dispose précisément certains objets ou pièges, entre guillemets, qui m'indiqueront si mes tiroirs ont été fouillés ou si mes affaires ont été manipulées. En premier lieu, une réunion entre l'équipe et le procureur général russe est organisée. Nous avons été accueillis par l'ambassadeur adjoint et le procureur général. Je pense qu'il y avait 8 objectifs que nous souhaitions accomplir pendant notre séjour. Les 2 premiers étaient d'interroger Lugovoy et Koftan. Là, la conversation est devenue un peu plus difficile. On était persuadé qu'il se trouvait dans un endroit surnommé Hôpital numéro 6. Le procureur a répondu « Qu'est-ce que c'est que cet hôpital numéro 6 ? J'en ai jamais entendu parler, je ne sais pas ce que c'est. On ne sait pas où ils sont, on n'en a aucune idée. Comment vous avez su ?» L'hôpital numéro 6 est une clinique construite pour traiter les victimes de la catastrophe de Tchernobyl. Vers 5 heures, on a reçu un appel téléphonique surprenant du procureur nous indiquant qu'il était à l'hôpital numéro 6 et que cet endroit existait bel et bien. En moins de 10 minutes, nous étions en route. Le trajet pour nous y rendre était assez inhabituel. D'abord, ils ont conduit très vite. Et puis, ils ne semblaient pas savoir eux-mêmes où ils allaient. Nous avons fait demi-tour à 2 reprises au moins pour sortir du quartier. Je ne sais pas si c'était une manière pour eux de gagner du temps avant d'arriver à l'hôpital. Peu avant 21 h, après 2 heures de route, ils arrivent à l'hôpital. Ensuite, point de friction suivant, on nous a prévenu qu'en aucun cas on ne serait autorisé à apporter des appareils d'enregistrement à l'hôpital et que l'interrogatoire devrait se terminer impérativement à 22 h. On leur explique que Koftan est sous traitement pour exposition au polonium. Un seul officier de Scotland Yard est autorisé à entrer dans la pièce. Il y a ensuite eu une succession d'événements très étranges. Il y avait un homme dans un lit. On a dit à l'officier que c'était bien Dimitri Koftan. Mais la seule chose qu'on pouvait voir de lui était ses yeux. Ça aurait pu être n'importe qui dans ce lit. On ne saura jamais de qui il s'agissait. Après seulement 13 minutes, le médecin interrompt l'interrogatoire. Parmi toutes les questions que nous voulions aborder avec le suspect, on a pu en poser seulement la moitié dans le temps qui nous a été imparti, ce qui n'était pas suffisant selon moi. Pour dire les choses simplement, ils ont été menés en bateau. Les Russes n'arrêtaient pas de leur dire qu'ils coopéraient, mais ce n'est pas du tout ce que j'appelle de la coopération. L'équipe de Scotland Yard est à Moscou depuis 2 jours seulement. Mais les développements de l'enquête à Londres viennent perturber la mission. Now, it was being treated as a suspicious death, but in the last half hour, Scotland Yard have confirmed that they are now treating the poisoning of Alexander Litvinenko as murder.
Le service des renseignements, la politique et la diplomatie étaient tous étroitement liés dans cette affaire. On savait donc dès le début que dans une certaine mesure, la désignation des coupables serait dirigée vers la Russie. J'étais inquiet des conséquences de cette annonce pour notre équipe en Russie. Est-ce que ça a compliqué les choses? Absolument. Ils étaient allés en Russie pour interroger leurs ressortissants en tant que témoins. Et puis tout à coup, il s'agit d'une enquête pour meurtre. Il devenait assez clair qu'un certain tableau se dessinait sous nos yeux. Et je ne pense pas que cela encourageait le gouvernement russe à nous laisser enquêter. Потому что с британской стороны мы видим попытку уголовное дело и необходимость профессионального расследования использовать и для нагнетания какой-то политической кампании. Мы против этого, этим должны заниматься соответствующие правоохранительные органы. Après 6 jours d'attente, l'entretien avec le deuxième suspect, Andrei Lugovoy, est annulé à la dernière minute. L'équipe russe annonce également que la santé de Koftan décline rapidement. Hours after giving evidence to investigators in Moscow today, Mr. Koftan reportedly fell into a coma and is in a critical condition from radiation poisoning. Alors que l'enquête est au point mort, l'équipe rencontre un autre problème inattendu. Je me souviens qu'un soir, un de mes officiers s'est plaint de crampes d'estomac. Il ne se sentait pas très bien. Tôt le lendemain matin, je devais l'accompagner au bureau du procureur. On nous a proposé du thé. Je n'ai pas hésité, j'ai dit « Oui, je vais prendre une tasse de thé, merci ». J'ai bu ma tasse, et puis on est reparti. Et peu après, j'ai commencé à me sentir un peu mal. Pour être parfaitement clair, j'ai eu la diarrhée. J'étais sûr et certain qu'on avait été empoisonné par un virus sans grand danger, comme une gastro-entérite. Je pense qu'il y avait une volonté de nous affaiblir physiquement, parce que nous étions les décideurs de l'équipe. Ça ne les a pas empêchés de faire leur travail, mais on peut dire qu'ils en ont chié. Le lendemain, Tarpi et l'équipe sont escortés à l'hôpital numéro 6 pour interroger le deuxième suspect, Andrei Lugovoy. Encore une fois, on nous a prévenu qu'il s'agissait d'un patient dans un hôpital, et donc que les interrogatoires devraient être menés là-bas. On nous a dit qu'on ne pouvait pas apporter d'enregistreur dans l'hôpital, donc on était totalement dépendant des Russes pour l'enregistrement de l'interrogatoire. L'équipe de Scotland Yard est également informée que l'entretien sera mené en russe. Lugovoy ne parle pas anglais. Lorsque Lugovoy a été interrogé, il avait l'air en pleine forme. Il n'avait aucun bandage, il ne portait pas de blouse comme un patient normal, mais ses propres vêtements. Il venait probablement d'arriver à l'hôpital. Je peux vous dire ce que j'espérais. J'espérais qu'il nous livre sa version des faits et qu'il nous donne l'occasion de prouver ou de réfuter ce qu'on nous avait raconté. Je me suis dit, tout a été enregistré, donc on récupérera ce qui a été dit et on pourra comparer ça aux notes qu'on a prises. À la fin de l'interrogatoire, Lugovoy a dit avec un petit sourire en coin, « Bonne chance pour votre enquête », en anglais. Après 2 semaines à Moscou, les inspecteurs de Scotland Yard s'apprêtent à rentrer chez eux. Il ne reste plus qu'à recueillir une copie des preuves auprès du procureur général russe. Il était convenu qu'ils allaient filmer la remise en main propre des preuves. On m'a présenté un paquet de cassettes d'interrogatoire et de déposition, et on a emporté les preuves à bord de notre avion pour Londres. L'équipe de Scotland Yard arrive à Londres le lendemain soir. J'étais très content d'être de retour au Royaume-Uni. Et j'étais également très heureux de pouvoir remettre un paquet de dépositions et de cassettes.
Le lendemain, Brian Tarpey reçoit un appel de la police scientifique de Scotland Yard. C'était un des membres de l'équipe de la police scientifique. Il demandait s'il y avait une autre cassette de l'interrogatoire de Lugovoy. Au début, je n'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait dire. Donc, je lui ai répondu « Non, je vous ai donné toutes les cassettes. » Pourquoi? Je ne me souviens plus exactement où j'étais quand Tarpey m'a annoncé que ce qui devait probablement être le fruit le plus important de sa mission à Moscou n'était même pas à bord de l'avion au retour. L'enregistrement de l'interrogatoire crucial de Lugovoy ne fait pas partie des preuves remises par les autorités russes. J'avais été manipulé comme un simple pion sur un échiquier par les Russes. Est-ce que c'était un oubli de notre part? Non. Je n'en ai pas conclu que Tarpey ou quiconque dans l'équipe avait manqué de professionnalisme, mais qu'on nous avait roulé. Un mois après sa mort, le corps d'Alexandre Litvinenko est encore tellement radioactif qu'il doit être placé dans un cercueil recouvert de plomb avant d'être enterré. Le cercueil de Sacha n'était pas un cercueil ordinaire. Il avait été fabriqué en métal. Ils nous ont dit que si nous décidions un jour de le déterrer et de le retirer de la tombe, nous serions obligés d'attendre au moins 30 ans pour le faire. Alexandre Litvinenko est enterré au cimetière de Highgate. Il est décédé à l'âge de 44 ans. La police est convaincue que Lugovoy et Koftan ont empoisonné Litvinenko au Millennium Hotel à Mayfair. Mais après une enquête frustrante à Moscou, ils doivent encore monter un dossier en béton en prouvant que le polonium a été administré. L'expert nous disait qu'il ne resterait aucune trace de polonium sur tout ce qui avait été lavé 42 fois dans un lave-vaisselle. Il disait « Ne vous embêtez pas avec les théières, les tasses, les soucoupes, les cuillères à café. Vous allez perdre votre temps. » Mais d'instinct, on s'est dit « Si, on essaye quand même. » Le résultat a montré qu'il y avait une déviation massive sur cette théière. Qu'est-ce que ça veut dire? Déviation massive? Ça veut dire qu'on avait trouvé la théière du crime. La théière du crime, c'est un peu comme l'arme du crime, mais en plus british. La contamination de la théière conduit évidemment inéluctablement à Koftan et Lugovoy. Scotland Yard détient la dernière pièce du puzzle et présente son dossier au département du procureur britannique. 5 mois plus tard, le service des poursuites judiciaires demande l'extraction de Lugovoy, accusé de meurtre. Notre position était que si Lugovoy ou Koftan quittaient la Russie et se rendaient dans une juridiction où ils pouvaient être extradés, nous chercherions à les extrader. Dans les médias russes, Lugovoy et Koftan nient toute implication dans l'affaire. Поэтому, вот, послушайте, обратитесь к голливудским фильмам и к вашим фильмам про Джеймса Бонда. Вы же сами там такого порой напридумываете. Ну вот и покопайтесь внутри себя, уважаемые британцы. En décembre 2007, Lugovoy devient membre du Parlement russe, ce qui lui confère l'immunité contre toute poursuite judiciaire. Theresa May, alors ministre de l'Intérieur, exclut de mener une enquête publique afin de ne pas nuire aux relations avec la Russie. Mais elle change d'avis en 2014, sous la pression de la Haute Cour. Plus de 10 ans après la mort de Litvinenko, une enquête publique est ouverte à la Haute Cour de Londres. Pour moi, c'était comme si elle avait déjà eu lieu. Je suis donc très satisfaite.
Mais c'était très important de rendre tout cela public. Lugovoy and Kovtun poisoned him, and you will decide on all of the evidence whether or not they were sponsored by the Russian state. Certaines personnes ont commencé à dire que la Haute Cour ne voulait pas faire quoi que ce soit contre la Russie et qu'elle allait probablement simplement classer cette affaire sans rien faire. Enfin, le juge Sir Robert Owen rend son verdict. I have concluded that there is a strong probability that when Mr. Lugovoy poisoned Mr. Litvinenko, he did so under the direction of the FSB. I have further concluded that the FSB operation to kill Mr. Litvinenko was probably approved by Mr. Patrushev, then head of the FSB, and also by President Putin. C'était un verdict très important. La Haute Cour accusait Poutine. J'ai été tellement bouleversée. C'est une énorme victoire, et c'est assez remarquable, compte tenu de l'identité de ceux qui étaient derrière le meurtre de mon père. Cela ne signifie pas que Lugovoy et Kovtun, qui ont certainement commis ce crime, vont être envoyés en prison. Mais même s'ils ne vont pas en prison, ils sont déjà punis. Quand ils se réveillent et quand ils s'endorment, ils savent que tout le monde les voit comme des criminels, comme des meurtriers. C'est l'enquête la plus complexe, dangereuse et éprouvante jamais conduite par les forces de l'ordre britanniques. Les polices de Londres et du Royaume-Uni ont été remarquables. Les agents ont donné beaucoup. Ils m'ont donné énormément. C'était vraiment très important pour Marina. Et je ne pourrais pas être plus fier d'eux et de leur travail. C'était un homme sincère. Ce n'était pas un agent double. C'était juste un être humain. C'était un vrai homme, un bon père et un bon mari. Good luck. Take care. Bien sûr, justice n'a pas été complètement rendue, mais quand on considère la situation et les circonstances dans lesquelles mon père a été assassiné, il est assez surprenant que nous ayons réussi à obtenir un semblant de justice. Quand on porte quelqu'un dans son cœur et qu'il s'en va, ça fait toujours un grand trou dans le cœur. Je crois qu'il aurait dit « c'est la preuve que tout peut arriver ». Et j'espère qu'il en est fier. Marina sait maintenant que l'histoire de son mari a été racontée. Et si des gens contestent, ils n'ont qu'à venir nous voir. On les accueillera volontiers devant un tribunal pour qu'ils s'expliquent. Et j'ai hâte de voir ça.